dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser à une machine d'iterme avec changement d'état. En gros, on va s'amuser à construire un congélateur à partir de données réelles et on va essayer de mettre en place toutes les contraintes techniques qu'il va falloir avoir pour pouvoir construire ce congélateur. On va essayer de voir quels sont les différents étages qu'on va avoir à disposition et puis ensuite on regardera à quelle pression on doit porter et à quelle température on doit porter notre fluide frigogène qui circulera à l'intérieur de notre congélateur pour qu'il ait le comportement qui est voulu. Alors comment est-ce qu'on fait une machine d'iterme industrielle? Comment est-ce qu'elle est généralement constituée quand il y a des changements d'état? Alors ces machines d'iterme peuvent être à la fois des réfrigérateurs, des congélateurs, ça marche pareil, un climatiseur, c'est la même idée, mais aussi la pompe à chaleur, selon l'utilisation qu'on veut en faire. Ça va changer les endroits dans lesquels on va se placer dans le diagramme enthalpique, mais ça ne changera pas l'idée sous-jacente, et donc tous les exercices qui vont porter sur ce type de machine, en règle générale, vont suivre la même structure et auront les mêmes idées. Alors, quand vous regardez votre machine, vous allez avoir 4 étages. 4 étages avec 2 étages particuliers dans lesquels vous allez avoir des échanges. Donc généralement, ceux-ci sont représentés avec des petits serpentins comme ça. C'est les serpentins que vous trouvez dans votre réfrigérateur ou votre congélateur. Si jamais vous dégelez votre congélateur, c'est là-dessus en fait que va se former la gangue de glace qu'il faut enlever lors de ce dégel. Et puis ça va être en contact avec un autre fluide externe. Alors on le représente comme ça pour dire que normalement ça suit, ou du moins on se débrouille pour que les deux fluides soient en contact au travers d'une paroi, vraisemblablement, puisque le fluide frigogène, en règle générale, va circuler en circuit fermé, on ne va pas vouloir qu'il s'échappe. Et voilà, de l'autre côté. Donc là, on a un système, donc à l'intérieur, on va se déplacer comme ça. Et puis de l'autre côté, en règle générale, vous allez faire circuler votre fluide réfrigérant ou votre fluide réchauffeur dans l'autre sens, pour maximiser en fait les échanges, histoire que la différence de température soit maximale tout au long de l'évolution. Bon, donc là, vous avez un système qu'on appelle le condenseur, et ici, vous avez l'évaporateur. Alors, on va s'intéresser non pas à des moteurs, on va faire un exemple de moteur en TD, qui fonctionne avec changement d'état, mais vraiment à une machine type réfrigérateur ou pompe à chaleur. Ce qui veut dire que vous allez condenser, alors généralement quand on condense quelque chose, c'est qu'on essaye de le refroidir, mais quand vous êtes, quand vous refroidissez le système qui est à l'intérieur, ça veut dire que vous devez réchauffer le système extérieur, donc vous allez récupérer de l'énergie du fluide frigogène vers l'extérieur. Et le but, par exemple, d'une pompe à chaleur, c'est bien de réchauffer la source chaude. Et donc, la source chaude va être à cet endroit-là. C'est légèrement contre-intuitif, puisque vous avez plutôt tendance à dire, si je veux évaporer un liquide, typiquement de l'eau préparée pour les pâtes, si vous voulez évaporer un liquide, vous le mettez en contact avec une source chaude. Là, au contraire, vous allez condenser votre gaz, donc le faire passer sous forme de liquide, en contact avec la source chaude, ce qui va du coup réchauffer la source chaude. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'énergie va aller du froid vers le chaud. Il va falloir se débrouiller pour que le fluide frigogène à l'intérieur du condenseur ait une température qui soit supérieure à celle de la source chaude pour que ça puisse bien aller dans ce sens-là. Et de l'autre côté, vous avez l'évaporateur. Et l'évaporateur, justement, comme vous évaporez votre fluide frigogène, ça veut dire qu'il reçoit de l'énergie. Il pique donc de l'énergie à l'extérieur sous forme d'un transfert thermique. Et l'endroit où on veut piquer de l'énergie, dans un réfrigérateur, c'est à l'intérieur du frigo, c'est-à-dire dans la source froide. Donc on veut piquer l'énergie à la source froide. Et vous allez du coup avoir votre source froide qui est au niveau de l'évaporateur. Comme dit, si vous voulez vérifier, vous n'avez qu'à vous dire que c'est contre-intuitif par rapport à ce que vous attendez pour évaporer quelque chose, a priori,
vous avez toujours appris qu'il fallait le mettre en contact avec quelque chose de chaud. Et pour le condenser, c'est justement parce que la buée qui se forme par exemple sur la glace dans la salle de bain, c'est parce que la glace est froide comparée à votre vapeur. Et on avait vu l'explication en termes de pression de vapeur saturante. Mais là, ça va être le contraire. La source chaude, c'est là où va avoir lieu la condensation. Et là, au niveau de la source froide, vous allez avoir l'évaporation. Alors, entre les deux, vous avez deux étages. Vous avez un étage qui est ici, qui va être en fait un compresseur. Donc, en règle générale, on va noter ça de cette manière-là. Vous avez votre système qui est comprimé dans un état à plus haute pression. Donc ça, on verra quand on regardera le diagramme Montalpic pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Et de l'autre côté, au contraire, vous avez ce qu'on appelle un détendeur. Et le détendeur va être représenté par un double triangle comme ça. Et le détendeur, justement, il va faire baisser la pression. Donc là, on a votre compresseur. Et de l'autre côté, on a le détendeur. Alors, on va faire sortir le chat pour éviter qu'il râle trop longtemps. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, hein, le matou va revenir, le matou revient toujours. Donc, on a ici notre système qui semble être le plus simple possible pour faire une machine diterme. Diterme parce que vous avez bien une source chaude, une source froide. Et puis, ces deux zones-là, ils vont devoir être adiabatiques pour qu'on ait bien des échanges thermiques uniquement avec la source chaude ou la source froide, ce qui va nous permettre d'appliquer ou du moins de comparer aux recherches théoriques qu'on avait fait dans les cours précédents. Bon, alors, après, il va falloir discuter sur qu'est-ce qu'on met comme fluide frigogène là-dedans et pour pouvoir avoir ces comportements. Alors là, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. Il faut juste que les températures de changement d'état soient au niveau des températures qui vous arrangent dans le système. Et c'est pour ça que on utilise en fait des fluides frigogènes un tout petit peu particuliers, notamment dans les frigos. Vous avez certainement entendu parler du trou de la couche d'ozone qui avait eu lieu dans les années 80. On n'en parle plus trop en ce moment. Soit ça s'est plus ou moins résorbé, soit c'est tellement grave que de toute façon ça ne vaut plus la peine de faire attention. Alors, je pense que ça s'est un tout petit peu résorbé justement à cause des changements de réglementation et du fait que maintenant un certain nombre de fluides frigogènes qui en fait sont inertes à température ambiante et ici au niveau du sol, mais qui commençaient à devenir réactifs une fois arrivés dans la haute atmosphère, puisque justement comme ils étaient inertes au niveau du sol, ils pouvaient monter dans la haute atmosphère tranquillement et puis là-haut sur le bombardement du rayonnement solaire, finir par faire une catalyse qui détruisait la couche d'ozone. Donc maintenant on a changé ces fluides-là, mais ça reste des fluides un petit peu spéciaux comme du difluorométhane ou du pentafluoroéthane. Nous on va étudier le R410A qui justement est un mélange à 50% de difluorométhane et de pentafluoroéthane. Et on va pouvoir discuter en fait de ces caractéristiques grâce à cette petite feuille. Alors celle-là, normalement, je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir le récupérer si jamais vous ne l'avez pas. Sinon, normalement, c'est aussi sur le Nextcloud. Alors, la version dans le lien n'est pas tout à fait la même que la mienne. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure au niveau des changements d'échelle. De nouveau, un Internet félin. Voilà. Monsieur a réussi à faire son aller-retour et se retrouve tranquillement maintenant à la maison. Oui. Allez hop, on va travailler nous. Alors, on continue du coup à parler du diagramme enthalpique.
Donc le diagramme enthalpique, ça va être notre outil principal ici pour étudier à partir de valeurs réelles notre système. Alors déjà, une description globale de ce diagramme. Donc vous avez un ensemble qui est ici, vous avez la pression en fonction de l'enthalpie, donc c'est ce qu'on appelle un diagramme pH pour pression-enthalpie. Alors vous voyez qu'on vous donne l'enthalpie en kilojoules par kilo, c'est donc une enthalpie massique, ça évite d'avoir un diagramme par système, parce que dans un réfrigérateur, vous aurez, je ne sais pas moi, 500 grammes de fluide frigogène, dans l'autre ça sera 200 grammes, donc là on met tout pour 1 kg et puis on se débrouille ensuite pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des par kilo. Vous avez la pression qui est indiquée en bas et puis vous avez tout un tas de réseaux de courbes. Et donc ces courbes, ce sont des courbes ISO quelque chose, ça veut dire que c'est une courbe le long de laquelle vous avez une grandeur qui garde toujours la même valeur. Alors pour savoir quelle grandeur, vous voyez qu'on vous donne pression, température, H, V et S. Alors les isobars, c'est facile, c'est les horizontales, puisque là j'ai l'axe en pression. Les iso-enthalpies, c'est facile, c'est les verticales, puisque j'ai l'enthalpie selon l'horizontale, donc elle reste constante sur une verticale. Les isothermes, alors les isothermes, c'est les courbes rouges, comme vous voyez, là on vous donne les températures, on vous les donne aussi ici, et si je suis l'isotherme à 60 degrés, vous voyez qu'elle fait comme ça, et elle finit ici, donc en fait, tout le long de cette courbe, si je suis dans l'état pression-enthalpie qui correspond à un point sur cette courbe, je peux savoir que je suis à 60 degrés Celsius. Après, vous avez les iso-V, les iso-volumes massiques. Alors, les iso-volumes massiques, il faut regarder un petit peu. Quand vous regardez ici, là, il y a marqué S, là, il y a marqué V. Donc, en fait, c'est les bleus. Donc, vous êtes sur les lignes bleues qui sont comme ça, sur quelque chose où le volume massique reste constant. Et enfin, vous avez les S, les isentropiques, où là, c'est l'entropie massique. Ils sont en joules par kilogramme par Kelvin. Et là, vous avez les courbes vertes qui sont comme ça. Vous avez encore ici des valeurs, on va en discuter tout de suite, ce sera les isotitres, c'est pour avoir le titre en vapeur qui est constant le long de ces lignes-là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous voyez qu'il y a une courbe en cloche, de nouveau, comme dans le diagramme pression-volume. Et cette courbe en cloche correspond en fait à la courbe de saturation, exactement comme dans le diagramme pression-volume, et c'est assez caractéristique dans tous ces diagrammes-là, même si on vous donne un diagramme que vous ne connaissez pas, si vous avez une courbe en cloche, ce sera toujours la courbe de saturation. Donc en dessous de la cloche, vous avez un mélange ici liquide-vapeur. À l'extérieur, d'un côté vous aurez la vapeur, de l'autre vous aurez le liquide. Alors il se trouve que ça a le même côté que la même répartition que pour le diagramme pression-volume, le diagramme de Clapeyron, mais on peut aussi le retrouver. Tout simplement, si on se met à une pression donnée et qu'on regarde aux grandes valeurs de l'enthalpie, plus l'enthalpie est grande, plus ça veut dire que votre système est agité et libre, et donc plus vous serez dans la partie gazeuse ou la partie vapeur de votre système. Donc de ce côté-là, vous avez la vapeur, alors que de ce côté-là, on va avoir tout ce qui correspond au liquide non saturant, là pour la peine. Quand on est sur cette courbe ici, on a du liquide saturant, et de l'autre côté, vous avez de la vapeur saturante. Alors on pouvait aussi voir que ici, le volume massique était de 1,4, relativement faible, 1,4. Alors c'est quand même c'est des décimètres cubes par kilo, donc c'est des litres par kilogramme, donc vous avez 1 litre par kilogramme, alors que de l'autre côté vous en avez 6, et puis quand on monte ici, on arrive quand même à 500 litres par kilogramme de fluide, alors que ici on est à 0,8, ça descend, on est aux alentours de 0,7 litres par kilogramme, donc on peut bien imaginer que cette partie-là est beaucoup plus condensée, donc il s'agit du liquide forcément, et pas de la vapeur. Donc réussir à lire ce diagramme-là et trouver des informations intéressantes sur ce diagramme, c'est vraiment quelque chose d'important. Et normalement, si vous regardez correctement le diagramme,
c'est relativement facile de trouver les informations. Notez que ici, il y a un truc qui est marqué en rouge, c'est en fait la température de rosée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en correspondance la température qui correspond de changement d'état, qui correspond à la pression de changement d'état. Puisque le changement d'état se fait, s'il est à pression constante, se fait aussi à température constante. Donc les isothermes, quand vous êtes à l'intérieur de la courbe de saturation, c'est des horizontales. Vous voyez bien que le 10 degrés, là, il est bien en face du 10 degrés qui est à ce niveau-là. Hein, vous avez bien que les deux se correspondent sur une horizontale. Donc, vous avez votre système qui correspond avec des isothermes qui sont comme ça, et ensuite qui partent. Alors, on peut peut-être discuter du modèle habituel du gaz parfait. Pour un gaz parfait, qu'est-ce qu'on sait sur l'enthalpie? On sait que l'enthalpie, normalement, ne dépend que de la température. Donc, si on a l'enthalpie qui est fixée, la température est automatiquement fixée. Donc, à quoi devrait ressembler une isotherme pour un gaz parfait dans ce diagramme-là? Ça devrait ressembler à une verticale. Et effectivement, quand on est dans la zone à basse pression, vos isothermes sont globalement verticales. Quand la pression augmente, 50 bars, vous voyez que je m'écarte de la verticale, et donc en fait l'enthalpie va dépendre de la pression aussi, et pas seulement de la température. Alors procédons à un petit résumé de ce que vous devez retenir sur ce diagramme enthalpique absolument. Alors déjà, le diagramme enthalpique, c'est un diagramme qui représente la pression en fonction de l'enthalpie. C'est le diagramme pH. Sur ce diagramme, vous avez un truc principal qui va être la courbe de saturation. Et cette courbe de saturation, alors contrairement au diagramme pression-volume où c'était forcément une belle courbe comme ça, celle-ci, elle a plutôt l'aspect d'une vague qui déferle et elle revient un petit peu en arrière. Mais on a les mêmes propriétés habituelles. Quand vous êtes ici, c'est votre point critique. Et quand vous êtes en dessous, vous avez un mélange liquide plus vapeur. De ce côté-là, on a le liquide. De ce côté-là, on a la vapeur. Ça ressemble quand même fortement à ce que vous avez l'habitude de manipuler. L'échelle en pression, c'est une échelle logarithmique, en règle générale, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour l'échelle en H. Alors à noter que sur celui-ci, il y a un truc particulier ici, il vous signale un changement d'échelle, parce que avant une grosse, l'écart entre deux graduations comme ça est de 20 kJ par Kelvin, donc là 2, ça me fait 40, donc de 340 à 380, et après vous n'avez plus que 10 kJ par Kelvin, donc 380, 390, 400, 410, etc. Donc là, à droite, on passe à 390, alors qu'à gauche, on est à 360. Donc il y a un changement d'échelle, d'où le changement de comportement des lignes quand on passe à droite. Tout simplement parce que ça permet d'avoir plus de place au niveau de la partie droite que de la partie gauche. Alors à noter que sur le site internet que je vous ai signalé dans la description, c'est pas le cas, c'est-à-dire que la personne, même si ça a quand même été pris de ce site, la personne a dû le corriger parce que ça mène très souvent à des erreurs de mesure quand les gens veulent utiliser le théorème des moments à l'intérieur simplement en faisant des mesures à la règle. Ça peut poser des soucis. Mais voilà, moi je trouve c'est intéressant d'avoir un truc comme ça pour justement s'adapter en fonction des données qui sont disponibles. Donc ça c'est votre diagramme enthalpique. Alors dans le diagramme enthalpique, souvent ce qui est intéressant, ça va être d'essayer de déterminer l'isotherme. Et on avait dit, lorsqu'on a un changement d'état, l'isotherme c'est aussi une isobare, c'est donc horizontal. On a vu que quand on arrive du côté du gaz, votre isotherme, elle a tendance à faire ça, puis elle se ramène vers une verticale. Donc là, vous avez votre gaz qui est presque parfait. Donc presque parfait. Alors que plus vous vous rapprochez de la zone de changement d'état et des hautes pressions, moins il est parfait. Donc là, gaz, pas totalement parfait dans cette zone-là.
Donc on peut faire des hypothèses de gaz parfait de temps en temps dans les exercices, mais il vaut mieux, enfin si on vous donne les valeurs là, c'est que vraisemblablement il faut faire des mesures directes sur votre système. Là on va noter ça, le point G, le point où on a tout sous forme de gaz. Là ça va être le point N, on est entièrement sous forme de liquide. Et dans un liquide, ça par contre, une phase condensée incompressible indilatable, on a montré, on a justifié du fait que l'enthalpie ne dépendait que de la température, et donc là vous avez une vraie verticale. C'est pour ça que sur le graphique, en fait, il n'y a rien dans cette zone-là, parce qu'on connaît le comportement de la température, c'est vertical, et c'est la seule chose qui va nous intéresser à ce niveau-là. Bon, donc on a l'isotherme, et comment est-ce que je pourrais connaître, en fait, de la même manière que pour le diagramme de Clapeyron, le titre en vapeur de mon système. Quand je suis ici, donc, je vous ai dit et montré que sur les différentes zones, on vous donnait ici 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 0,9, et donc là je me retrouve à 1, c'est en fait le titre en vapeur. Là j'ai 90% de vapeur, 80, 70, 60, etc. Comment retrouver ce titre en vapeur? Exactement de la même manière que pour le théorème des moments. Vous avez que l'enthalpie, donc le théorème des moments, je peux l'utiliser aussi. L'enthalpie au point M, c'est la masse de vapeur fois l'enthalpie massique de la vapeur correspondante, c'est-à-dire à la même température, donc au point G. L'important dans cette système-là, c'est je prends vraiment mon gaz, il est à quelle température? Il est à la température du point M, qui est aussi la température du point G. Et j'ai aussi l'enthalpie du liquide, qui est l'enthalpie, la masse de liquide multipliée par l'enthalpie massique du liquide à la même température, c'est-à-dire au point L que j'ai mis à cet endroit-là. Et ça, c'est en fait la masse totale fois l'enthalpie massique au point M, enthalpie massique que je peux mesurer ici. La masse de vapeur, c'est par définition le titre en vapeur fois M, et la masse de liquide, c'est la masse totale moins la masse de vapeur, et donc c'est M facteur de 1 moins X. Donc en simplifiant par M, là, là et là, je me retrouve avec la relation que je vous ai dit qui était valable pour n'importe quelle grandeur extensive. Après, si on revient pour 1 kg, ça va être X, la valeur pour le gaz, plus 1 moins X, la valeur pour le liquide à la même température. Donc, connaissant la proportion de gaz et l'enthalpie massique du gaz et du liquide, vous regardez simplement en pourcentage, ça vous donne l'enthalpie de votre mélange. Là, c'est très facile de voir, je vous laisse faire le calcul, en 2 lignes, que ça c'est HM moins HL sur HG moins HL. Donc vous avez le théorème des moments qui est aussi valable, ce qui vous permet de, en mesurant la différence entre ce point-là et ce point-là, en termes de H, vous voyez que ici j'ai HM, ici j'ai HL et ici j'ai HG. Donc en faisant cette différence-là, et en prenant sur cette différence-là, en faisant le rapport, vous avez la valeur de X. Et c'est pour ça que le changement d'échelle est légèrement gênant, parce que si on prend simplement une règle pour mesurer, par exemple si je me plaçais à ce point-là, et que je mesurais que ça fait ici 5 cm et le total il fait 10 cm, je pourrais faire directement le rapport, et puis j'aurai un truc de 50%. Sauf que le changement d'échelle vous empêche de faire ça. Il faut faire l'effort de lire la valeur, lire la deuxième valeur, faire la soustraction et faire la même chose de l'autre côté pour avoir la soustraction totale. Mais l'idée, moi je préfère de beaucoup que vous vous appuyez là-dessus plutôt que de faire les mesures à la règle sans savoir à quoi ça correspond, même si visuellement ça correspond au point d'équilibre avec les moments, et se dire plus on est proche de la zone de gaz, plus ça veut dire qu'il y a de gaz dans votre système. Donc c'est ça qui va être intéressant et important dans notre système. Bon, alors revenons à notre machine. Donc on va essayer de décrire le cycle
qui est fait par le fluide et notamment quelles vont être les hypothèses sur le fonctionnement qu'on va adopter. Donc description du cycle décrit par le fluide. Et hypothèse correspondante. Alors bien sûr, on va essayer de faire des hypothèses réalistes, pas totalement fantaisistes, mais suffisamment simplificatrices pour quand même pouvoir faire des calculs ou représenter le cycle. Si le cycle réel est légèrement différent, ça va changer un tout petit peu aux entournures, mais l'ordre de grandeur qu'on va trouver va être le bon, et là ça va nous permettre de nous raccrocher à la théorie et d'avoir des résultats qui sont relativement faciles. Alors, quand on se place dans le compresseur, on va prendre une compression qui va aller d'un état 1 à un état 2. Donc l'état 1 est ici. J'arrive à l'état 2 de ce côté-là, et cette compression, on va la supposer 1 rapide, 2 pas trop brutale, en d'autres termes adiabatique réversible. Donc compression de 1 à 2, supposée adiabatique réversible, donc isentropique. Vous vous souvenez que ça, c'est l'implication qui va dans le bon sens. Une adiabatique réversible est forcément une isentropique. Isentropique ne sera pas forcément une adiabatique réversible, mais là, on part de ces hypothèses-là, et donc on en déduit une isentropique. Donc on va pouvoir avoir cette transformation, va suivre en fait une des lignes qui correspond à, dans notre diagramme à une isentropique, et on va donc pouvoir se placer là-dessus pour avoir à peu près à quel endroit je vais me placer. Ensuite, on va faire la condensation. Alors, condensation, on va faire tout ça à pression constante. Donc, on part de l'état 2, puis on va introduire quelques états intermédiaires, et on va arriver jusqu'à un état 5, et ça se fera à pression constante. Donc, de l'autre côté, on sort du condenseur dans l'état 5, et ça va être à pression constante. Avant-dernière, on fait une détente. Et cette détente va être une détente pour laquelle on ne donne aucun travail, autre que le travail qui est fait automatiquement par le fluide qui arrive ici, qui appuie, et le fluide qui sort et essaye d'appuyer sur la suite derrière. Des travaux que de toute façon on ne peut pas ne pas donner. Donc il n'y a pas de travail utile, et on va aussi imaginez qu'il n'y a pas de transfert thermique, puisque je veux être en contact avec mes sources uniquement, enfin je ne veux faire de transfert thermique qu'en contact avec les thermostats, donc ici on va supposer qu'il n'y a pas de transfert thermique, donc c'est une zone qui est relativement isolée de l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de transfert thermique. À partir de ces deux choses-là, on a prouvé pour le premier principe en écoulement stationnaire que la variation d'enthalpie allait être égale à 0, alors c'est de l'enthalpie massique qu'on va utiliser, et ça va être une isenthalpique. Donc une transformation à enthalpie constante. Une isenthalpique, dans le diagramme, je vous laisse réfléchir pour savoir ce que ça donne, mais ça a une représentation qui est très simple, ce qui va nous permettre de le retrouver. Donc là, on part de l'état 5, on arrive à l'état 6, ici, et finalement, on va avoir une évaporation pour aller de 6 à 1, et cette évaporation, on va aussi supposer qu'elle se fait de manière isobare. C'est relativement facile à induire d'un point de vue technique, et puis en plus, ça va être sympathique pour nous, et on revient jusqu'au point 1 de l'entrée du compresseur. On a bien notre fluide qui fait un cycle, et en fait, contrairement par exemple au moteur à 4 temps où une fois que vous avez fait rentrer votre air,
il fait son cycle à la suite et ensuite il ressort, et c'est quelqu'un d'autre qui rentre. Là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est comprimé, il y a une partie du fluide qui est comprimée, il y en a une partie qui arrive de l'évaporateur pour ensuite être comprimée. Donc en fait, c'est un régime continu. C'est bien pour ça qu'on va utiliser les écoulements, le premier principe en écoulement stationnaire pour résoudre ce problème, et ça va nous permettre d'obtenir les points intéressants là-dedans. Alors on va essayer de les placer maintenant. Ces points-là, donc au niveau de ma description, comment est-ce que je vais pouvoir placer les points? Alors d'abord, il faut que je me mette le but. Hein, je garde mes hypothèses sous le coude. Alors, but, fabriquer un congélateur. Alors, si je veux fabriquer un congélateur, quelle est la température de la source froide? Quelle est la température de la source chaude? La source froide, c'est l'intérieur du congélateur. L'intérieur du congélateur. Et à l'intérieur du congélateur, généralement, on a tendance à dire c'est moins 18 degrés Celsius. On va simplifier un tout petit peu, on va se mettre à moins 20 degrés Celsius. Donc ma source froide, c'est ça, et j'essaye de piquer de l'énergie à la source froide, donc à moins 20 degrés Celsius. La source chaude, elle, c'est la cuisine, ou la cave, ce que vous voulez. Mais en gros, c'est un environnement qui doit être aux alentours d'une vingtaine de degrés Celsius si vous avez votre congélateur à la cave. Si vous le mettez dans la cuisine en plein été, ça peut peut-être monter jusqu'à 30, donc ça, ce sera peut-être variable. Et il faudra peut-être réfléchir. Alors, on va mettre 20 degrés Celsius et on réfléchira après pour savoir est-ce que ça va poser un souci si jamais la température de la source chaude augmente, puisque je vous rappelle que la source chaude, elle sert à refroidir le fluide frigogène en récupérant de l'énergie. Et donc, si elle s'échauffe, cette source chaude, ça va peut-être être difficile de faire la transaction, étant donné que là, on est censé monter à une température qui est supérieure à celle de la source chaude. Bon, on va prendre quand même quelque chose d'assez réservé. Donc la source chaude, c'est la cuisine ou la cave, selon l'endroit où vous avez mis votre congélateur dans votre système. À quel endroit dans notre système on a ces températures? En fait, une fois que j'ai fini mon contact avec la source froide, pour que la source froide puisse servir d'évaporateur, il faut forcément que ici je sois une température qui soit inférieure à la température de la source froide. Mais en sortie de la source froide, au mieux, j'aurai atteint la température de la source froide. Donc là, ici, je dois être à la température de la source froide, ou légèrement en dessous. Et de la même manière, après contact avec la source chaude, la source chaude ne sera plus capable de puiser de l'énergie à condition que j'ai atteint la température de la source chaude. Et donc ici, je me retrouve à la température de la source chaude. Donc ça me donne déjà deux informations. Le fait que le point 5 doit être à la température de plus 20 degrés Celsius et le point 1 doit être à la température de moins 20 degrés Celsius. Alors, si on regarde là-dessus, bon, où est-ce qu'on peut se placer? Le moins 20 degrés Celsius, il est là. L'isotherme à moins 20 degrés Celsius, elle est comme ça. Dans le compresseur, vous êtes obligé de comprimer du gaz. Parce que comme un liquide, c'est incompressible. Si vous essayez de comprimer un liquide, vous n'allez pas gagner grand-chose. Ça va être difficile et ça risque de casser votre système la plupart du temps. Donc, on va devoir se placer dans la zone de gaz. Donc, quelque part, le long de cette isotherme. En plus, donc là, c'est la température à laquelle je veux arriver. Je sais que la source froide, elle est à moins 20 degrés Celsius. Et pour refroidir la source froide, il faut que je la mette en contact avec quelque chose d'encore plus froid. Alors là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je prends 10 degrés de moins, je me place à moins 30 degrés Celsius, et je prends 20 degrés de moins, 30 degrés de moins? Ça, c'est un choix personnel pour savoir à quoi ça va correspondre. Donc,
En règle générale, quand vous êtes en contact avec un liquide, comme de l'eau, vous allez prendre au moins 5 degrés d'écart. Avec de l'air, il faut peut-être prendre plutôt 10 degrés d'écart parce que justement le contact est moins efficace et donc le transfert aura plus de mal à se faire. Donc on va prendre un écart en température plus important. Donc on va dire que dans l'évaporateur, je vais me placer à moins 30 degrés Celsius. Alors, pour fabriquer un congélateur, contrainte, lors des contacts avec les sources, et donc les sources, en gros, c'est de l'air, c'est l'air qui est à l'intérieur du congélateur ou l'air qui est à l'extérieur dans la cuisine, selon que vous regardiez la source froide ou la source chaude. Donc lors des contacts avec les sources, il faut s'assurer d'une différence de température d'au moins 10 degrés Celsius. En plus ou en moins, selon que vous êtes en contact avec la source chaude ou avec la source froide. Résultat, je dois me placer sur la zone à moins 30 degrés Celsius. Donc, si je veux tracer, qu'est-ce qui se passe? Je dois me placer là-dessus. Et là-dessus, jusqu'à où? Jusqu'à croiser mon isotherme à moins 20 degrés Celsius. Vous voyez, l'isotherme, elle est là. Donc, mon point 1, il va être à ce niveau-là. Alors, je vous enjoins à prendre votre feuille et soit essayer de le faire sur l'ordinateur en même temps, soit si vous pouvez vous l'imprimer pour essayer de placer ces points et de réfléchir où est-ce qu'on va passer. Pour obtenir le deuxième point, il va falloir suivre une isentropique, puisque ma compression se fait de manière supposément adiabatique réversible, donc je vais suivre une isentropique. Alors en vrai, je ne serai pas tout à fait parfaitement selon l'isentropique, mais de toute façon, comme mon isentropique, je vais la suivre à l'œil à peu près, ça ne devrait pas poser de soucis particuliers. Donc je vais monter en me déplaçant comme ça. Alors, je ferai le tracé tout à l'heure, une fois que je saurai à quel endroit je veux arriver. On a dit que au point 5, je devais arriver à 20 degrés Celsius. Et que pour que le transfert thermique avec la source se fasse correctement, il me faut au moins 10 degrés Celsius de différence. Alors, la question, c'est est-ce que je me mets à 10, donc 10 de moins, ou 10 de plus? Comme je suis en contact avec la source chaude, et que je veux réchauffer la source chaude, je dois donc être à une température qui est supérieure à la température de la source chaude. Donc, le changement d'état qui est ici doit se faire au moins à 30 degrés Celsius. Au moins. Alors après, pour faire simple, je vais peut-être me placer à 33 là, parce que comme ça, je suis à 20 bars et puis j'ai une droite horizontale qui est déjà tracée et ça va me simplifier. Donc, je suis obligé de me placer au-delà de ces 30 degrés Celsius. Donc je vais me passer sur l'isobar à 20 bars. Et là, une fois que j'ai choisi ça, c'est bon, puisque on dit que cette condensation se fait de manière isobar. Je dois donc me balader sur cet isobar entièrement. Donc je vais juste avoir une estimation de l'endroit où je vais être. Donc je dois me balader sur cet isobar. Et là maintenant, mon point 2, je sais que je dois me déplacer en suivant une isentropique. Et donc là, mon dessin est à peu près correct. J'arrive ici pour mon point 2. Alors l'isentropique n'est pas tout à fait droite. Normalement, il faudrait la faire là. Il faudrait que j'ai toujours en pourcentage le même écart entre mes deux points, mais au moins ça me donne une idée. Je sais que je dois rester entre ces deux lignes vertes, entre 1900 et 1925 kJ par kilo par Kelvin, pour pouvoir obtenir mon isentropie. Donc là, vous avez la première étape qui est le passage dans le compresseur. Maintenant, je suis en forme de vapeur sèche,
il va falloir me retrouver en vapeur saturante, donc je me déplace, et puis c'est pour ça que j'introduis des points supplémentaires. J'arrive au point 3 qui est le point de vapeur saturante. Quand je suis à ce point 3, j'ai une température de 33, ici 33 degrés Celsius, parce que j'ai choisi l'isobar à 20 bars. Et du coup, cette température-là me permet d'être au plus de 10 degrés au-dessus de la température de la cave. Tout va bien. Je peux faire ma condensation. Mon système, mon fluide est plus chaud que la source chaude, localement. Ce qui veut dire qu'il peut lui refiler de l'énergie. Et il refile cette énergie pour se refroidir. Donc, il va arriver jusque-là. J'arrive au point 4 pour lequel j'ai réussi à tout condensé, absolument tout condensé. Et jusqu'où je continue, je sais qu'au point 5, je dois être à la température TC. Et pour TC, j'ai choisi 20 degrés Celsius. Et l'isotherme dans le liquide, à 20 degrés Celsius, elle va être ici. Et donc, je me retrouve, hop, je dois descendre mon point 5 qui va être jusqu'ici. Alors, au niveau vocabulaire, on va pouvoir juste donner des noms à ces différentes phases. Là, entre ce point-là, qui va être le point 7, et celui-ci, vous avez ce qu'on appelle le surchauffage, parce que vous chauffez plus que de raison, vous chauffez un peu plus, vous augmentez en température par rapport à la température de changement d'état sur laquelle vous aviez. Là, de l'autre côté, ça s'appelle le désurchauffage. Parce que justement, on redescend. Alors, on va discuter justement de la température dans un instant à cet endroit-là. Et quand j'arrive ici, c'est de l'autre côté le surrefroidissement, qui vous permet de remonter jusqu'à la température de votre source froide. Alors à noter que la position exacte, ça dépend si vous lui laissez le temps de se mettre en équilibre en sortie avec la source froide ou au contraire, vous faites la détente assez rapidement dans votre système. Bon. Une fois que je suis ici, je suis à la sortie de mon condenseur, il faut que je fasse la détente. Et la détente, on a dit que c'était une détente isenthalpique, donc à enthalpie constante, ce qui veut dire que je vais faire une ligne droite verticale qui doit passer ici par le 20 degrés Celsius et il faudrait que je la fasse vraiment droite ma ligne. Oh si, c'est pas trop mal. Ça va encore. Donc j'arrive là et puis je retrouve en fait la zone au niveau de l'isobar qui ici a 2,8 bars à peu près. Si on continue l'horizontale, c'est pas loin de... j'avais pris moins 30, donc c'est pas loin de là. Et là, faites attention à l'échelle, c'est du 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Et puis ensuite, ça continue à monter. Donc vous avez ici le point 6. Vous voyez que c'est un mélange liquide-vapeur, dont on pourra déterminer, mais à l'œil, il y a entre 20 et 30% de vapeur, puisque vous êtes entre ces deux lignes-là, plus proche de 30%, vraisemblablement 28 à peu près. Et ensuite, vous avez la dernière phase, qui est l'évaporation isobar. Vous arrivez jusqu'ici où vous n'avez plus que de la vapeur, et ensuite la dernière zone, vous êtes en contact avec que de la vapeur qui est en contact avec l'intérieur de votre réfrigérateur, contact au travers d'une paroi toujours, en contact au travers d'une paroi avec l'intérieur à moins 20 degrés Celsius, donc qui finit et ressort de votre évaporateur à cette température de moins 20 degrés Celsius. Et ça correspond au surchauffage, c'est-à-dire qu'on arrive, on sèche la vapeur, on n'a pas de la vapeur saturante là-dedans, parce qu'avoir de la vapeur saturante ou avoir potentiellement encore des petites gouttes dans votre compresseur, ça peut poser des soucis. Parce que la présence de petites gouttes, pour peu que vous ayez quelque chose qui tourne dans votre compresseur, ça peut abîmer les hélices et finir. Donc on doit s'assurer, le surchauffage en fait est obligatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis techniques
et du fait que vous puissiez abîmer les hélices du fait de la présence des gouttelettes. Bon, donc, alors je vais juste encore discuter des différents points, puisque maintenant on peut lire en fait toutes les données, et puis une fois qu'on aura lu toutes les données, on pourra mettre le graphique de côté et voir à quoi ça correspond. Alors, si je redessine mon petit graphique tranquillement, donc pression, enthalpie, on va faire un machin comme ça, j'ai point critique, et on a dit que on avait l'isotherme avec la source chaude. Alors on a noté, les sources chaudes sont toujours en haut de ces diagrammes parce que à mesure que la pression augmente, le changement d'état, la température du changement d'état augmente, et donc les isothermes sont de température de plus en plus importante. Là j'ai donc l'isotherme à la source chaude qui fait un truc comme ça. J'ai l'isotherme à la source froide qui fait un truc comme ça. Voilà. Et je dois prendre on va mettre un vert, un diagramme. Je dois m'assurer d'être à la verticale de ce point-là, plus bas que celui-ci, pour aller jusque-là. Ensuite, là j'avais le choix en fait de où est-ce que je m'arrêtais, donc on avait fait un certain choix. Et puis là vous avez le diagramme, donc le point 1, le point 2, le point 3, 4, le 5, ici, le 6 et le 7. Donc là vous devez bien avoir l'isotherme à moins 20 degrés Celsius qui permet de déterminer la position du point 1. Vous avez de l'autre côté l'isotherme à plus 20 degrés Celsius qui permet d'avoir la position du point 5 à partir du moment où on a choisi la température de changement d'état, et on choisit une température de changement d'état plus haute pour s'assurer que les transferts thermiques puissent se faire. Et voilà, et alors il nous faut mesurer les différentes caractéristiques pour les différents points. Donc on a quoi comme information? On a la pression, on peut mesurer l'enthalpie de changement d'état, et on va mesurer aussi la température. On peut mesurer le volume massique et l'entropie massique, mais finalement ça ne va pas nous intéresser forcément énormément. Mais au moins ces quatre-là, ça va être intéressant. Là, on va le mettre en barre. Là, on l'aura en kilojoules par kilogramme. Et là, on l'a en degrés Celsius. Alors, le point 1. Le point 1, par construction, il est à la température de la source froide. Donc, moins 20 degrés Celsius. Et on a choisi une pression de l'ordre de 2,8 bars, lu ici parce que j'ai choisi cette pression-là de sorte qu'il y ait 10 degrés d'écart au moins avec la température de la source froide. Le H correspondant, il me faut une petite règle pour voir à combien je suis. C'est de l'ordre, si je fais un petit peu mieux pour bien faire la verticale. Donc, hop, le point 1. Donc, il est ici, mon point 1. Donc, si je fais ma mesure, c'est 400, 410. Donc, je suis à 418 kJ par kilo. Essayons d'être précis, pour une fois. Le point 2. Le point 2, je suis monté jusqu'à 20 bars. Ça, c'est mon choix. Les kilojoules par kilo, je peux les voir ici, donc mon point 2, il est là, donc ça veut dire que c'est ici, et donc c'est à 478 kilojoules par kilo. La température, là, celle-là, elle n'est pas directe, il faut que je regarde l'isotherme correspondant. Vous voyez, je ne suis pas très loin de celle-ci, je suis qui est 80 degrés Celsius,
Et en dessous, c'est 70. Donc, je suis allé hop, à 78, 77 degrés Celsius. 78 degrés Celsius. Ben là, vous comprenez pourquoi il ne faut pas mettre la main derrière le réfrigérateur ou derrière le congélateur. Puisque vous avez une zone, alors certes peut-être pas très étendue, mais une zone quand même, où vous avez quelque chose qui est à plus de 70 degrés Celsius. Et avec ce choix-là, après, dans les constructeurs, ils vont peut-être faire d'autres choix pour des raisons de sécurité, ils vont peut-être se débrouiller pour qu'elle ne soit pas directement accessible, mais bon, il doit quand même être en contact avec l'air de la cuisine, puisque le but c'est de se refroidir à ce niveau-là, donc ça aurait tendance plutôt à en fait, limiter pour limiter cet écart-là, il faudrait que je limite le désurchauffage et donc que je me rapproche un peu ici de cette température. Mais vous voyez, même si j'avais pris que 2 degrés d'écart avec ma source froide, en arrivant ici, je suis quand même à 60 degrés Celsius de température. Donc sur une zone du serpentin, ça peut être très chaud, donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un petit peu d'écart entre votre réfrigérateur ou votre congélateur et le mur, parce que si vous avez ça en contact avec un papier peint qui est légèrement inflammable, c'est la porte ouverte à plein de problèmes à ce niveau-là. Donc ça c'est mon point 2. Le point 3, le point 4 et le point 5. Là, on va peut-être mettre X aussi. Le tour en vapeur. Alors là, on a de la vapeur sèche. Pareil pour celui-ci. Pour le point 3, on a un X qui vaut 1. On a de la vapeur saturante, puisque le point 3, on est sur la courbe de saturation directement. On est à une température, la température de changement d'état à cette pression-là, puisque ces 3 points-là ont la même pression de 20 bars. Et puis on peut faire les mesures. Là, de nouveau, mettez sur pause, faites votre mesure et puis comparez ensuite à ce que moi j'obtiens pour voir si on est d'accord. Donc, la mesure, c'est important de savoir faire des mesures, hein, c'est un truc sans se tromper. Et là, je suis à 432 kJ. Pour le point 4, je suis, alors attention, là je suis dans l'autre zone de changement d'échelle, donc 240, 250, on doit être à 254 kJ. Et le point 5, 220, 22, 24, 26, 28, 228. 40, oui c'est ça, 228 kJ. Pour la température, ici on est toujours même pression, mélange liquide-vapeur, hein, puisque là on a du liquide saturant, donc un X de 0, toujours la même température. Et le point 5, on a imposé que c'était TC, c'est-à-dire 20 degrés Celsius. Et c'est ça qui nous a imposé la position à laquelle on devait se placer. Au niveau du point 5, pour mettre cette verticale, ça doit passer par le point à 20 degrés Celsius. Il nous reste encore le point 6 et le point 7. Alors, pour le point 6 et le point 7, on doit être de retour à du 2,8 bar. Pouvoir passer de 6 à 1 en faisant une isobar. Si vous n'avez pas la même, ça ne peut pas marcher. Et entre 5 et 6, vous savez que c'est une isenthalpique. Donc j'ai forcément le même 228. La température. Alors la température, c'est la température du changement d'état. Donc elle est à moins 30 degrés Celsius, ce qui est pareil pour lui puisque je suis encore en équilibre liquide-vapeur, même si j'ai maintenant de la vapeur saturante. Là, j'ai du liquide pur, non saturé, non saturant. Et là, maintenant, le 6, la seule difficulté, ça va être de mesurer le X correspondant. Et pour mesurer le X, on va essayer de mesurer, de regarder. Alors, on peut le lire. On a un X qui vaut à peu près 0,28, mais on pourrait aussi faire la mesure en termes du H correspondant. On va déjà mesurer le H pour le point 7. Le H
pour le 0,7, alors ça tombe pile, c'est 410 kilojoules par kilo. Voilà, comme ça on a fait toutes nos mesures et il suffira de regarder ce tableau-là à partir du moment où on aura besoin de valeurs particulières là-dedans pour essayer de se retrouver à ce qui va nous intéresser. Bon, alors ça c'était le petit 3, description du cycle. On va maintenant passer à regarder ce qui se passe dans la transformation dans le compresseur. C'est petit 4. Transformation dans le compresseur. Et maintenant, une fois qu'on est là, on a fait l'essentiel du boulot. Il va juste s'agir de récolter les fruits de notre travail. Et on a fait toutes les mesures et donc on va tout obtenir facilement. Alors, on utilise le premier principe en écoulement stationnaire. Il dit quoi ce premier principe en écoulement stationnaire? Il dit que la variation d'enthalpie plus la variation d'enthalpie massique plus la variation d'énergie cinétique massique plus la variation d'énergie potentielle massique, mais bon là vous avez un système, votre frigo, vous n'êtes pas en train de vous en servir comme turboréacteur, donc il n'y aura pas de variation d'énergie cinétique massique, et puis c'est pas un frigo de 15 étages, donc il n'y aura pas de variation d'énergie potentielle massique non plus. Donc on a juste delta H qui sera égal au travail utile, autre que les forces de pression à l'entrée et à la sortie, plus le transfert thermique reçu. Bon, bah dans le compresseur, comme on a supposé que c'était une compression adiabatique, bah ça, c'est 0. On ne fournit aucun transfert thermique par kilo de fluide frigogène qui est en train de se balader. Donc on a directement que le travail utile, donc le travail dans le compresseur, va être égal à la variation d'enthalpie. Et donc en fait, c'est H2 moins H1. Vous avez l'état 2, l'état 1. Et puis là, bah, c'est 478 moins 418. Facile à faire de tête, ça fait 60 kJ par kilo. Hop! Et donc on sait que par kilogramme de fluide qui est en train de circuler, vous êtes capable de déterminer le travail reçu par ce kilogramme de fluide. Alors note, NB, souvent on connaît la puissance du compresseur. Donc la puissance P compresseur du compresseur en watts. Et on aimerait savoir, on en aimerait, sachant cela, j'aimerais en déduire, d'un point de vue d'ingénierie, savoir quel doit être le débit que je dois mettre de mon fluide frigogène. Calcul du débit. Prenez 2 minutes, débit massique. Hein. Débit massique, c'est-à-dire le nombre de kilos de fluide qui doit passer par seconde dans votre système. Donc prenez 2 minutes pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut l'obtenir. Parce que c'est une question assez classique et il suffit de réfléchir, c'est très logique comme manière de faire. C'est pas de la thermo, hein, c'est juste se dire voilà, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et voyez comment est-ce qu'on peut obtenir cette grandeur-là. C'est bon, vous avez mis sur pause? Ok, alors là maintenant le corriger. Donc l'idée est de se dire que je dois avoir 60 kJ par kilo. Donc pour une masse de 1 kg, je vais avoir, donc si je prends une masse dm et que je multiplie par le travail massique du compresseur, ça, c'est l'énergie que je dois donner à cette masse dm. Et cette énergie, elle est fournie par la puissance électrique de votre compresseur qui est 100% convertie en puissance mécanique.
suppose, avec tout ce qu'on a fait sur l'induction, un couplage électromécanique parfait, par exemple, il n'y a pas de perte, tout va bien. C'est donc la puissance du compresseur multipliée par le temps d'utilisation. Voilà, une fois que vous avez écrit ça, vous avez tout écrit, puisque le débit massique, c'est dm sur dt, c'est votre débit massique. Et vous voyez que du coup, le débit massique, il s'écrit la puissance du compresseur divisé par le travail massique du compresseur. Donc ça s'écrit la puissance du compresseur divisé par le delta H, donc H2 moins H1. On va mettre des petits ronds autour des chiffres, ce sera mieux. H2 moins H1. Et si par exemple vous avez un compresseur de 50 watts, si vous regardez derrière votre frigo, ou à l'occasion d'un changement ou quoi que ce soit, la puissance correspondante, en règle générale c'est du 50 watts, du 100 watts. Donc si on a du 50 watts divisé par du 60 kJ par kilo, 10 puissance 3, vous voyez que ça fait à peu près 1, un peu moins de 1, ça fait 10-3 kg, 10-3 kg par seconde, donc c'est à peu près du 1 g par seconde. Donc toutes les secondes, il y a 1 g de fluide frigogène qui doit circuler. C'est donc effectivement pas des vitesses de circulation qui sont absolument dingues. Vous avez juste 1 g. Alors en principe, ça c'est pour le fonctionnement ici. En pratique, on va peut-être en faire circuler un petit peu plus. Et du coup, après, on l'arrête, on refait circuler un petit peu plus, on l'arrête. Et donc, en moyenne, le débit moyen sera de 1 g par seconde, mais il y a des moments où ça s'arrête. Il y a des moments où votre frigo ne fait pas de bruit, puis il y a des moments où il se met en marche et où vous entendez le bruit du frigo qui se met en marche. Donc ça vous donne l'information dans le compresseur et on va comme ça obtenir le travail. Alors, à remarquer que le compresseur est la seule zone où on reçoit du travail mécanique. Ici, le fluide reçoit du travail mécanique. Là, il ne reçoit qu'un transfert thermique. Là, c'est une descente, on a dit, sans travail et sans transfert thermique. Donc, il n'y a pas de travail. Et là, il n'y a pas de travail non plus. Donc, remarque, sur le cycle total, le travail utile reçu par le fluide, donc le travail sur le cycle, le travail utile, c'est juste le travail du compresseur, et donc ce sera H2 moins H1 en massique. Ce qui nous permettra de calculer notre efficacité par la suite, puisque c'est ce travail-là qui va nous intéresser. Seul endroit, compresseur égale seul endroit où l'on fournit un travail mécanique autre que les forces de pression, travail utile du coup, au fluide. Donc si jamais dans un sujet où on a déterminé l'efficacité, vous savez pas, vous avez un travail qui apparaît sur le site, vous ne savez pas où le trouver, il faut regarder quelles sont les zones, quels sont les étages, on parle d'étages, dans lesquels on fournit un travail, et là en l'occurrence il n'y a que dans le compresseur. C'est dans l'analyse du sujet pour obtenir les informations qui vous intéressent. Alors, une fois qu'on a fait le compresseur, on peut faire la transformation dans le condenseur. La transformation dans le condenseur. De nouveau, j'utilise mon premier principe en écoulement stationnaire. Dans le premier principe en écoulement stationnaire, je vais avoir que delta H, c'est WU plus Q, et donc c'est juste Q. Et en l'occurrence, c'est Q reçu depuis la source chaude. Donc chaque kilo de fluide qui passe au travers de mon système reçoit un transfert thermique qui correspond à la variation d'enthalpie. Alors cette variation d'enthalpie, on pourrait la découper, si on devait le faire de manière théorique, puisqu'il y a le passage de 2
à 3, puis de 3 à 4, et enfin de 4 à 5. Donc il y a 3 transferts. Ici, vous avez un delta H de 2 à 3 qui va être, vous avez un gaz. Si on avait pu le modéliser par un gaz parfait, ce serait le CP massique du gaz parfait, multiplié par la différence de température entre le point d'arrivée, donc T3 moins T2. Là, vous avez le changement d'état. Donc là, vous avez un gaz supposé parfait là-dessus. Là, vous avez le changement d'état, donc le delta H de 3 à 4, c'est simplement l'opposé de l'enthalpie de vaporisation à la température T3. L'opposé, parce que c'est une condensation, justement. On est dans le condenseur. Et de ce côté-là, maintenant vous avez un liquide. Et donc, l'enthalpie, la variation d'enthalpie dans le liquide quand on passe de 4 à 5, c'est le CP du liquide fois la différence de température, donc T5 moins T4, et T4, c'est aussi T3. Et donc, comme ça, on pourrait estimer le transfert thermique pour aller de 2 à 5 sous la forme théorique CP T3 moins T2 plus, H de vaporisation, T3, donc H de condensation, plus H de condensation, plus le C du liquide, multiplié par T5 moins T3, sachant que c'est des petits C à chaque fois, puisque c'est des grandeurs massives. Donc ça, c'est la vision théorique. Et la vision pratique, c'est tout simplement que mon delta H, c'est, je passe de 3 à 2, donc c'est H3 moins H2, plus de 3 à 4, donc c'est H4 moins H3, plus de 4 à 5, c'est H5 moins H4. Ah tiens, hop, celui-là il simplifie, celui-là il simplifie, c'est directement H5 moins H2. Est-ce que ça doit m'étonner? Non. H c'est une fonction d'état, donc je peux directement faire la différence entre, ça dépend que du point de départ et du point d'arrivée, donc je prends le H du point d'arrivée moins le H du point de départ, et on a fait toutes les mesures déjà sur notre diagramme. Donc H5 c'est 228 et H2 c'est 478. Alors ça tombe bien, c'est relativement facile à calculer, ça me fait du moins 250 kJ par kilo. 200, 470, ouais c'est ça, 250 kJ par kilo. Il est négatif. Négatif, ça veut dire que la source chaude, le transfert thermique reçu de la part de la source chaude étant négatif, c'est que vous donnez du transfert thermique à la source chaude. Donc vous réchauffez la source chaude. Donc le Q2,5, qui est en fait égal à QC, c'est on réchauffe bien la source chaude. Cohérent avec le fait que pour condenser votre fluide, il a fallu piquer de l'énergie, et cette énergie, vous l'avez refilée à la source chaude. Et ce n'est pas un problème de réchauffer la source chaude, puisque, je le répète, localement, vous êtes à une température qui est plus élevée que la température de la source chaude. Donc on a quelque chose qui est totalement cohérent à ce niveau-là. Il faut bien se dire que pour que ça marche, on doit avoir une température plus élevée. Alors, dans certains exercices, pour simplifier, la plupart du temps, ils vont dire on prend la température du changement d'état comme étant la température de la source chaude pour les deux, donc ça va rapprocher les deux parties horizontales, entre moins 20 degrés Celsius et plus 20 degrés Celsius ici, mais c'est juste d'un point de vue pratique, ça ne marchera pas, c'est-à-dire que oui, ça marche, c'est plausible, c'est possible sur le papier,
Mais en pratique, le transfert thermique ne se fera jamais. Donc votre condensateur, il ne va jamais réussir à condenser. Ou plus exactement, il vous faut un temps infini pour réussir à faire une condensation. Et ben, vous n'avez pas un temps infini pour piquer de l'énergie à votre source froide ou pour en donner à votre source chaude. Donc on va mettre une différence de température. Ça va induire une irréversibilité, forcément. Mais au moins, ça permettra de le faire en un temps fini. Bon, ben, une fois qu'on a fait ça, on peut parler de ce qui se passe dans le détendeur, donc transformation dans le détendeur. C'est assez répétitif, hein, les exercices du type machine thermique. À partir du moment où on a compris, on fait les trucs les uns après les autres. On utilise de nouveau le premier principe en écoulement stationnaire. Ce premier principe me dit delta H égale WU plus Q. Dans le détendeur, il n'y a aucun travail, il n'y a aucun transfert thermique. 0 plus 0, ça fait toujours 0. Donc on a une transformation qui est isenthalpique. Il n'y a pas grand chose à en dire là, pour la peine. On avait déjà trouvé que on restait à la même enthalpie. Et la seule chose, c'est qu'on peut calculer le taux en vapeur en disant que X, ça va être le H6 moins le H du liquide à la même température sur H6 moins le H du gaz à la même température. Ça, en l'occurrence, on l'a déjà mesuré, c'est H7. Et pour avoir le H du liquide, il suffit juste que je continue ici et ensuite que je trace et que je regarde la verticale à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, je suis à alors 150, 156. Donc ça, c'est 156 kJ par kilo. Donc ça me donne du 228 moins 156 divisé par 200, non c'est pas H, c'est oula, j'ai pris n'importe quoi. Ici c'est HG et ici c'est HL. N'importe quoi. Ça c'est H7 et là le HL, donc ça fait du H7, on m'a dit que c'était 410 moins 156. Si on fait le rapport de ces deux petites choses-là, j'ai à peu près 75 en haut et puis 250 en bas, 75 sur 250, alors on va le faire en vrai. 228 moins 156 divisé par 410 moins 156, moins 156, 228 moins 156, ça fait 72. 410 moins 156, ça fait mes 254. 72 divisé par 254, ça fait 0,28. 3. Vous voyez que je ne suis pas du tout loin des 28% que j'avais estimé par lecture directe graphique. Donc on a quelque chose qui est là encore totalement cohérent. Donc j'ai à peu près 30% de gaz et 60% de liquide après cette détente. Et donc la chute brutale de la pression fait que vous avez une vaporisation partielle. Et cette vaporisation partielle, étant donné que vous devez fournir de l'énergie au liquide pour se mettre sous forme de vapeur, ça induit une chute de température. Donc tout se paye à un moment ou à un autre et vous arrivez à cet écart-là. Et donc là, c'est une zone, un étage qui est sympa parce qu'en fait, il n'intervient pas dans les calculs, notamment pour le calcul de l'efficacité qu'on fera juste après. Après, il nous reste l'évaporateur, transformation dans l'évaporateur. Donc, notre évaporateur,
De nouveau, on a le premier principe en écoulement stationnaire. Donc delta H, c'est le travail utile, plus Q. Donc comme il n'y a pas de travail, ici c'est Q et c'est le Q, le transfert thermique reçu depuis la source froide, donc QF. Donc on se retrouve avec cette expression-là. Donc c'est simplement le H1 moins le H6. H1, on avait dit que c'était 418. H6, c'est 228. Donc c'est relativement facile à calculer. Ça devrait nous faire 190 kJ par kilogramme. Vous avez un truc qui est positif. Ça veut bien dire que vous piquez de l'énergie à la source froide, donc vous refroidissez la source froide. On refroidit bien la source froide. Alors, si je devais le calculer de manière théorique, si j'avais des données théoriques, genre un changement, une enthalpie de changement de vaporisation à la température T6 de moins 30 degrés Celsius et la capacité thermique massique à pression constante de mon gaz. La vision théorique, c'est de dire que delta H, c'est delta H de 6 à 7 plus delta H de 7 à 1. Alors de 6 à 7, vous avez un changement d'état, vous avez une vaporisation d'une quantité 1-x, d'un pourcentage 1-x de liquide. Donc la masse de liquide par kilo, c'est 1-x. Donc comme j'avais 30% de vapeur, ça veut dire que sur 1 kg, je vais avoir 700 grammes de liquide à vaporiser. Multiplié par l'enthalpie de vaporisation à T6, qu'il faudra lire dans les tables. Et puis après, vous avez un gaz, donc il faut le CP du gaz. Et donc tout votre kilo, si on raisonne sur 1 kg, tout votre kilo serait sous forme de gaz, multiplié par la différence de température, T1 moins T7, qui est aussi T6. Et voilà, vous avez votre expression, donc on serait capable d'avoir une expression explicite de ce machin-là, sachant que le X était donné par d'autres mesures derrière. Bon allez, on termine tout ce cours par un calcul d'efficacité, donc efficacité de la machine d'ITER. Et après on en discute. Efficacité. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ici, l'efficacité, c'est ce qu'on veut sur ce qui coûte. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut piquer de l'énergie à la source froide. Donc ce qui nous intéresse, c'est sur un cycle, par exemple sur 1 kg qui transite, qu'est-ce que j'ai récupéré depuis la source froide? Et ce qui coûte, c'est le travail sur le cycle. Donc en d'autres termes, le travail du compresseur. Donc là, j'ai QF sur le travail du compresseur. Vous voyez donc que ça s'écrit, donc QF, on a dit que c'était H1 moins H6, et le compresseur, c'était H2 moins H1. Voilà, c'est tout. Vous avez juste besoin de ça. Alors, les valeurs numériques, pour le compresseur, on avait dit que c'était du 60 kJ par kilo, et le QF, on vient juste de le calculer, ça fait 190, ça simplifie, ça fait 19 sur 6, alors si c'était 18, ça ferait 3, donc ça fait à peu près du 3,3 d'efficacité. Vous avez construit un congélateur qui a une efficacité de 3, ça veut dire pour 1 kJ d'énergie que vous avez fourni au travers du compresseur, vous avez réussi à piquer 3 kJ d'énergie thermique à l'intérieur. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Tout simplement en refilant 2 kJ à votre cuisine ou à votre cave au passage en termes de chauffage. Et donc, voilà, vous piquez 3 kJ à l'intérieur, vous en refilez 2 à l'extérieur.
Et comme ça, vous avez votre fonctionnement qui permet d'avoir une efficacité supérieure à 1, puisque le terme de chauffage, c'est gratuit. Après, si vous aviez tout compté, on peut dire à 100%, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a fourni, ce qu'on récupère, c'est QF, et puis ce qu'on a fourni, c'est le W plus QC. Enfin, il y a... Alors, je dis une bêtise. Histoire de signe. Si on va le calculer, alors faisons-le. QC, c'est donc moins QF, moins W, puisque si on applique ça sur le premier principe en écoulement stationnaire, non pas sur un étage, mais sur tout le cycle, je suis revenu au même point, donc l'étage est forcément nul. Donc j'ai QC qui vaut ça, et donc là en l'occurrence, ça me fait du moins 250. Je crois effectivement ce qu'on avait trouvé à cet endroit-là, kilojoules par kilogramme. Donc si là j'ai un facteur 3, entre ça j'ai un facteur 5 ici, donc pour 1 kJ, pas tout à fait un facteur 5, 6, 24, plutôt un facteur 4, pour 1 kJ de travail effectif fourni au compresseur, vous arrivez à piquer 3 kJ depuis la source froide, et vous en redonnez 4 à la source chaude. Ce qui veut dire qu'en été, si vous vous dites je vais ouvrir le réfrigérateur histoire de refroidir ma pièce, ça ne marchera pas, parce qu'on pique moins d'énergie à la source froide qu'on en redonne à la source chaude. Donc votre réfrigérateur qui est en train de turbiner parce que vous lui faites rentrer de l'air chaud, et donc il essaye de le refroidir, cet air chaud, il va y arriver. Oui, mais dans ce cas-là, derrière le réfrigérateur, ça va chauffer encore plus, et vous allez récupérer encore plus d'énergie, puisque finalement ça va être vous allez juste faire chauffer votre compresseur et transformer l'énergie mécanique du compresseur en énergie thermique là-dedans. Et donc le compresseur n'est là que pour aider en fait les transferts thermiques contre nature de la source chaude vers la source froide. Mais ça permet quand même de l'obtenir. Alors on me dirait, quel aurait dû être mon état de Carnot. J'ai un réfrigérateur, donc c'est la température de la source froide divisée par la différence température de la source chaude moins température de la source froide. J'avais 40 degrés d'écart entre les deux. Les différences de température en Kelvin, en degrés Celsius, même combat, je peux les utiliser. En haut, par contre, j'avais une source froide à moins 20 degrés Celsius. Moins 20 degrés Celsius, ça fait à peu près 253 Kelvin, 250 pour simplifier. Là, je me retrouve avec 25 divisé par 4, donc ça fait à peu près un peu plus de 6. Hein, c'est l'ordre de grandeur de l'efficacité que je vous avais annoncé, 6, 7, 8 pour les réfrigérateurs. Vous avez une efficacité qui est de l'ordre de 6. Là, en réalité, vous en avez une qui est que de l'ordre de 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour que ça se fasse sur des échelles de temps qui ne soient pas géologiques, vous avez fait une différence de température entre la température de la source chaude à 20 degrés Celsius et la température de la source de votre fluide qui va être en contact avec la source chaude, qui est à plus de 30 degrés Celsius. Il y a donc une irréversibilité due à la différence de température. Et donc, ces parties-là ne sont pas réversibles. Lui, il est bien gentiment réversible, il est supposé comme tel, mais celui-là n'est pas réversible à cause de la différence de température, celui-là n'est pas réversible à cause de la différence de température, et celui-là, il n'est pas réversible à cause de la différence de pression. Vous n'aurez pas naturellement votre système qui va se dire « Ah bah tiens, je vais me comprimer un petit peu pour remonter ici ». Ça ne semble pas intuitif. Ça ne semble pas naturel, c'est en fait le deuxième principe qui empêche ça. Et donc vous avez une grosse source d'irréversibilité sur 3 parties du diagramme sur 4, d'où un transfert, une efficacité qui est relativement éloignée de l'efficacité maximale théorique, facteur 2. Ceci dit, on a quand même une efficacité de 3, c'est-à-dire que ça reste intéressant d'utiliser ce système-là pour faire fonctionner votre réfrigérateur. Alors, vous pouvez réfléchir encore. Si j'avais voulu faire une pompe à chaleur,
en utilisant, par exemple, je veux chauffer mon intérieur à 20 degrés Celsius, ma source chaude est à 20 degrés Celsius, et puis dehors il fait moins 20, donc j'ai ça. Je pourrais utiliser exactement la même chose, mais en utilisant ma source froide qui serait l'extérieur, donc il faudrait que j'arrive à faire avec des tubes passer dans l'extérieur, dans le sol qui serait à moins 20 degrés Celsius. Supposons que vous habitiez dans la toundra en Sibérie et que là, il fait vraiment froid au niveau du sol, ça marcherait. À ce moment-là, vous allez refroidir encore plus le sol, mais vous allez pouvoir réchauffer votre intérieur en faisant circuler un fluide qui serait à une température de un peu plus de 30 degrés Celsius, et avec de la chance, vous obtiendrez quand même un intérieur dont la température est de l'ordre de 20 degrés Celsius, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de perte dans votre système, et on discutera de toutes ces histoires de perte dans les différents TD.